Nous allons maintenant parler du prix de la femme architecte. Donc l'an dernier, c'était très bien, mais cette année, c'est encore mieux. Donc, donc l'année dernière, nous avions Anne-Françoise Jumeau qui va venir nous rejoindre. Bravo Anne-Françoise Jumeau. Et nous allons aussi avoir une mention spéciale cette année. Et d'ailleurs, pourrions-nous avoir l'enveloppe, s'il vous plaît? L'enveloppe? Sophie, il faut appeler Sophie. Ah oui, et Sophie Berthelier, veux-tu venir en tant que membre du jury et représentante de l'Académie d'architecture de Paris, en tant que secrétaire générale? Donc on se demande qui donc a bien pu avoir cette mention, Sophie? Quel suspense. Quel suspense. Donc, le prix Femme Architecte mention spéciale est attribué à Adeline Rispal. Ouais. Et je suis particulièrement heureuse donc, de vous présenter Adeline. Donc, Adeline Rispal est architecte, DPLG, muséographe et scénographe, fondatrice des ateliers Adeline Rispal. Donc elle intervient depuis 30 ans dans le domaine des projets culturels et patrimoniaux, de l'architecture muséale et de la scénographie d'exposition, commerciale et territoriale en France et à l'international. Son parcours, dès 1982, elle est repérée par Jean Nouvel, qui la missionne dans son équipe de projet architectural de Lima, à Paris. En 1990, elle cofonde l'agence Repérage, avec Jean-Jacques Reynaud, Louis Tournou et Jean-Michel Laterade, puis crée en 2010 le studio Adeline Rispal, qui devient en 2021 les ateliers Adeline Rispal. Son savoir-faire réside dans la direction artistique, la direction de projet d'équipe, pour promouvoir, dit-elle, une approche globale, depuis les questionnements du maître d'ouvrage jusqu'à la conception architecturale, muséographique et scénographique, garantissant ainsi la cohérence et la fonctionnalité d'un projet avec son site. Elle publie régulièrement, intervient dans de nombreuses conférences et workshops, interrogeant notre perception de l'architecture, la médiation sensible par l'espace et les signes, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des activités culturelles. Donc en 2013, Adeline crée le blog Invisible, ouvert aux plumes des scénographes, des professionnels et des amateurs des expositions. En 2015, elle est élue à l'Académie d'architecture et y fait ainsi rentrer la scénographie. En 2018, elle lance XPO, Fédération des concepteurs d'exposition, qu'elle préside de 2019 à 2022. Ces distinctions, elle est nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2022 et elle était déjà chevalier du mérite agricole en 2015. Ces nominations, membre du Haut Conseil des musées de France en 2014, donc je l'ai dit tout à l'heure, membre titulaire de l'Académie d'architecture en 2015. Elle est également membre de la mission de préfiguration, puis membre associé du GIP, Musée mémorial du terrorisme, depuis 2019. Mais au-delà du parcours de Adeline Rispal, je voudrais simplement saluer sa position d'architecte engagée à nous ouvrir les yeux sur notre mémoire, notre histoire à tous, par cette osmose qu'elle crée entre l'art et l'architecture. Il faut rappeler que le Bauhaus, en 1920, prônait par ses actions le rôle de l'architecte dans les espaces de scénographie, pour emmener ses visiteurs, comme il le disait, dans un voyage de l'inconscient. El Lissitzky fut un de ces pionniers qui, par son travail, a ouvert la scénographie dans les musées d'Europe dans les années 30. Malheureusement, le rôle de l'architecte, depuis quelques années, se restreint de plus en plus. Et aujourd'hui, le jury a pris la décision de promouvoir en fait cette capacité d'Adeline
à nous livrer ce voyage de l'inconscient, ou plutôt à cette faculté à enchanter le monde. Donc elle va vous présenter ses principales réalisations. Elle en a énormément, mais voilà les plus emblématiques qu'elle va vous présenter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup pour ces mots gentils. Merci beaucoup à Alain Noura pour ce prix et aux membres du jury, bien sûr. Je voulais féliciter particulièrement Catherine Guyot pour le travail incroyable qu'elle fait, non seulement de soutien des femmes architectes, de promotion des femmes architectes, mais de mise en lien au niveau international, ce qui me réjouit tout particulièrement, parce que je pense qu'on n'est jamais assez internationaux, assez en lien. Alors, je vais vous présenter 5 projets qui sont de typologies très différentes. Ça vous permettra peut-être de comprendre notre travail. Donc, je ne vais pas répéter ce que notre société. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Hier, on a fait une grosse fête pour ma Légion d'honneur, et je suis un peu fatiguée et gelée, je dois avouer, et très émue. Pour moi, la scénographie, c'est l'art de la rencontre entre l'homme et l'œuvre de l'homme. Dans une exposition, les visiteurs vont à la rencontre de connaissances, de savoir, d'émotions. Et j'ai essayé pendant des années de comprendre les mécanismes de tout cela. Je ne vais pas le refaire ce soir, je l'ai déjà fait hier, mais en revanche, sur notre site adelineespal.com, vous avez différentes conférences sur ces sujets-là. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pratique la scénographie en tant qu'architecte. Je ne suis pas devenue scénographe. La scénographie est une des disciplines de l'architecture. C'est vrai que les architectes peuvent faire de l'aménagement urbain, comme on l'a vu ce soir, peuvent faire du mobilier, l'architecte n'a jamais été cloisonné. Et d'ailleurs, on fait aussi de l'architecture, on fait beaucoup de réhabilitation. On a rénové le musée de l'Armée aux Invalides pendant 6 ans, on a fait des gros travaux. Bon, voilà, je pense que c'est la porosité entre tous ces métiers qui m'intéresse, et c'est ce que j'ai retiré de l'expérience de Carlos Scarpa, qui m'a énormément bouleversée. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je fais cette branche de métier, on va dire, c'est que Scarpa ne faisait pas de cloisonnement entre la dimension urbaine, la dimension architecturale et la dimension scénographique de ses projets, pas plus que Jean Nouvel, chez lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. Donc je pense que c'est ces porosités-là qui m'intéressent. La porosité en général m'intéresse. Parce que de la même manière qu'on met en lien des femmes de tous les pays, eh bien c'est pour trouver ces porosités qui sont fructueuses et qui sont génératrices de nouvelles idées. C'est l'échange. Je suis à la moitié méditerranéenne de Barcelone, moitié du Cantal. J'ai la chance d'avoir une double culture. C'est une chance inouïe, la porosité. Donc voilà, vous allez voir, ce projet est un hommage à la porosité d'ailleurs aussi, puisque c'est un projet pour l'Europe. Alors, il paraît qu'il y a un truc qui marche là. Voilà. Ça, c'est à Bruxelles. Vous savez que la France a présidé l'Europe, le Conseil de l'Union européenne, du 1er janvier dernier au 30 juin, donc de cette année. Et à cette occasion, puisque tous les 6 mois, la présidence change, la France n'avait pas été à la présidence depuis 13 ans, puisqu'il y a 27 États. Et tous les 6 mois, chaque pays peut installer sa présence physiquement, sous toute forme, plutôt artistique, scénographique, d'agencement, dans 7 espaces différents des 2 bâtiments à Bruxelles du Conseil de l'Union européenne. Ceci est le premier bâtiment, le plus ancien, et ce bâtiment dispose, tout comme le plus récent, ils ont chacun un grand hall. Celui-ci est particulièrement grand, en fait c'était une cour qui a été vitrée plus tard. Et cette installation que nous avons créée ici avait pour objet, non pas de célébrer la France, Cocorico, qui arrive là pour présider l'Europe, mais de rendre hommage à l'Europe, aux Européens surtout, par cette installation qui est composée, que nous avons créée avec nos partenaires des studios Irrésistibles, qui est un cabinet de graphistes assez spécialisé aussi dans les projets diplomatiques.
nous avons créé cet ensemble qui est à la fois une installation, mais aussi une texture colorée qu'on a appelée l'étoffe de l'Europe. Cette texture est composée en fait de tous les drapeaux européens qui constituent une chaîne, la chaîne je vais aller directement et on reviendra là si vous voulez, voilà, qui constitue la chaîne de la... Il y a un bip, un truc pour pointer, c'est le pointeur, c'est ça? Non, c'est pas ça. Excusez-moi, le pointeur... Il faut que je vais pas assez vite. Excusez-moi. Donc je finis avec ça. La chaîne sont les pays, les drapeaux des pays qui ont constitué l'Europe depuis l'origine. À gauche, il y a 6 États. Jusqu'à droite, il y en a 27. Il n'y en a plus que 27 puisqu'il y a une ligne blanche, c'est l'Angleterre qui est partie, la Grande-Bretagne qui est partie. Et dans l'autre sens, ce sont les drapeaux de toutes les présidences, donc tous les 6 mois, un drapeau donc depuis 1958. Et cela constitue cette étoffe de l'Europe, qui est un tissu qui en fait parle de ce lent travail patient de la construction européenne. Il n'y a pas de construction de long terme, il n'y a pas de grands projets sans un long travail et sans patience et sans collaboration. Et donc cette étoffe était le reflet de la... Je ne sais pas comment mettre ce truc-là, oui. Voilà. Cette étoffe est le reflet de ce travail et c'est un hommage à tous les gens qui travaillent dans ces institutions, mais aussi à tous les Européens comme vous et moi, qui sommes tous quelque part, pas que français. Voilà. Donc on a installé 600 mètres carrés. C'est un projet complètement entièrement écologique. Il n'y a pas 1 cm3 de déchets. Les textiles pèsent 60 kilos pour l'ensemble des 600 mètres carrés qui sont là. Les encres qui ont servi à colorer ces textiles sont écologiques et il n'y a pas du tout de déchets, tout a été restitué ou rendu. Voilà. Donc c'était un peu long là-dessus, je vais aller plus vite sur les autres. Je vais aller plus vite, t'inquiète. Là, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM à Marseille. On a fait l'exposition permanente qui était une permanence de 6-7 ans, donc elle n'existe plus. La France est riche. L'exposition était dédiée aux enjeux, aux caractéristiques de la Méditerranée sur 1700 mètres carrés dans le bâtiment de Ricciotti. Là encore, nous souhaitions absolument faire en sorte que le bâtiment ne soit pas cloisonné, parce que c'est un très beau bâtiment, avec des très grandes portées, et nous souhaitions qu'on embrasse l'architecture dans toute sa puissance, et nous avons travaillé dans des différents espaces, toujours avec cette idée de ne pas cloisonner, que vous avez ici, il manque une photo, voilà. On a, dans la très grande salle de 1000 mètres carrés, on a cloisonné qu'avec des voiles textiles qui sont suspendus, à travers lesquels on sent le thème d'à côté, et en fait l'idée c'est de toujours rester dans cette idée qui doit être une idée fixe, qu'il n'y a pas de vie sans porosité en fait. Voilà. Ça, c'est un musée dont on a fait l'architecture et la scénographie, la réhabilitation de plusieurs bâtiments à Luxembourg pour installer le musée d'histoire de la ville de Luxembourg. C'est un projet assez ancien où on a creusé, on est parti du rocher qui est en fait le fondement géographique de la ville. On est aussi très sensible à la géographie dans notre agence et on a valorisé le rocher comme étant le premier élément de la scénographie, en fait de l'architecture qui est elle-même une scénographie puisqu'en fait il n'y a pas de différence entre les deux. Et à l'intérieur de cela, on a installé 52 salles, je crois, qui racontent l'histoire de la ville de Luxembourg. Et qui sont toujours à partir de systèmes très flexibles, puisqu'un musée d'histoire se doit de pouvoir évoluer dans le temps et de pouvoir intégrer des nouvelles collections, des nouveaux points de vue, puisque l'histoire est toujours en mouvement. L'histoire, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui sur le passé et qui nous permet de construire le futur. Donc là, on a tout un système très flexible. Ça, c'est un projet qu'on a fini en 1996 avec des grandes maquettes qui marquaient les grandes étapes de l'évolution urbaine de la ville qui sont devenues des objets à part entière du musée. Là, c'est on a creusé en fait 6 niveaux dans le rocher et on a créé en fait un ascenseur. Je ne sais pas s'il y a la photo, non, c'est pas grave. Un ascenseur qui est une salle entière qui se déplace sur 8 niveaux, les 2 niveaux de réserve et 6 niveaux publics, ce qui devient un voyage à travers la stratification de la ville. Ça, c'est le musée d'histoire de la ville de Marseille. Nous étions scénographes avec l'architecte Roland Carta à Marseille et dans ce bâtiment qui était
qui a été construit en fait au départ pour être un centre commercial. Dans la première construction, ils ont découvert le premier port grec de Marseille, qui est une ville qui a été fondée par les Grecs en 600 avant Jésus-Christ. Et ils ont obligé les gens qui construisaient ce centre commercial à créer un musée dessous pour ne pas oublier ce site et à protéger le site. Le site est devenu le plus grand site archéologique de France. Et on a réhabilité rénové ce musée en 2013 pour l'année de la capitale culturelle de l'Europe qui était Marseille. Et là, on a eu dans ces espaces un peu bas de plafond, mais très très grands, on avait à installer ou à maintenir en place des épaves grecques et romaines énormes. Et en fait, on a segmenté l'espace, non pas par des cloisons, encore une fois, mais en valorisant les structures du bâtiment, qui étaient des structures de type commercial, comme un peu de type portuaire, parce qu'autour d'un port, il y a toujours des bâtiments d'entrepôts avec des grandes portées. Et donc, on a valorisé ces grandes portées par ces grandes vitrines dans lesquelles on vient reconstituer des sortes de micro-scénographies qui séparent les différentes périodes de l'histoire de Marseille, qui est donc la plus vieille ville de France. Voilà, ça c'est une épave qui était là dans le chantier, il a fallu faire tout le chantier autour, qui est une épave romaine de 20 mètres de long. Et on a utilisé ces galets autour pour mettre à distance les gens, et aussi pour parler évidemment des grèves sur lesquelles ces bateaux sont arrivés, et des tas d'autres choses que je n'ai plus le temps de dire, parce que je crois que mon temps est écoulé. Hop, voilà. Il y a encore un musée. C'est pas ce qu'on croyait, voilà. Le cartel était pas bon. Ça, c'est le pavillon de la France à l'exposition universelle de 2015 à Milan, dédié aux enjeux de l'agriculture durable et de l'alimentation. Et là, on a travaillé avec les architectes XTU, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. Et le projet consistait, la demande du client, qui était le ministère de l'Agriculture, était de faire une grande halle en bois pour valoriser la filière bois française. Et aux premières esquisses, moi, j'ai tout de suite dit aux architectes, attends, quelle que soit la forme de votre structure, on va la coloniser. Pourquoi on va la coloniser? Parce qu'en fait, les problématiques agricoles et durables sont globales, elles sont à l'échelle planétaire. Lorsqu'il y a un ouragan à un endroit de la planète, ça peut créer une famine à l'autre bout de la planète. Et c'est ça que les visiteurs doivent comprendre, c'est qu'ils sont dans un système complexe, global. Et à l'agence, on aime beaucoup montrer que la complexité est belle. Il faut arrêter. On se bat souvent avec les musées pour ne pas simplifier le discours, pour le laisser compliqué. Tout le monde a un cerveau, tout le monde peut comprendre des choses dès lors qu'il se fait confiance. Le problème de fond, c'est que les gens aient confiance en eux. Et ça, c'est un autre sujet. Et donc là, on a créé, pour toutes les thématiques qui ont été travaillées avec 150 labos de recherche et d'institutions françaises, donc dans tous les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, on a travailler pour trouver des produits vrais, non pas virtuels, des produits vrais, pour habiter toutes ces cellules, un peu comme les ruches comme les alvéoles d'une ruche. Et on a créé cet univers qui parlait à la fois de l'abondance, mais aussi de l'écologie, bien sûr. Et au centre, le pilier, c'est autour du repas à la française, qui était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, je vous remercie. Eh bien voilà, chère madame, voici votre prix, mention spéciale, femme architecte de l'année 2022. Bravo. Félicitations. Ah, attends, reste pour la photo. Mention spéciale. Bravo pour votre travail. Je sais que vous êtes une mine, vous avez fait presque tous les musées de France bientôt, non? En tout cas, on va aller en visiter. J'ai perdu beaucoup de concours. On va en visiter, puisqu'entre la marine et d'autres, non? Non, c'est pas la marine. C'est quoi? L'armée. C'est l'armée, le musée de l'armée. On va peut-être y aller. Bravo.